Mais comment t'as fait pour te retrouver dans cette position, toi? Oh ça? Oh bah c'est une histoire toute bête, j'étais en train de faire connaissance avec la nouvelle recrue. Ah, tu t'appelles Ping? Et du coup ton nom de famille c'est Pong? Et je sais pas pourquoi mais je crois que j'étais pas le premier à la lui faire. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie. Et aujourd'hui on va parler de mon Disney préféré, on va parler de Mulan. Ah non mais cherchez pas, c'est mon Disney préféré, y a pas de question à se poser. C'est quoi vous votre Disney préféré? Dites-le moi dans les commentaires, même s'il est forcément moins bien que Mulan, puisque moi Mulan c'est mon Disney préféré. Dans sa folie des remakes et après nous avoir ressorti un Aladdin, un Roi Lion, un Belle et la Bête, un Maléfique, un Livre de la Jungle, un Cendrillon, un Dumbo. Bah putain la vache, ça commence à faire. On le sait, on a vu la bande-annonce, mais Disney va bientôt nous offrir, enfin nous vendre, un film en live-action qui reprendra l'histoire de Mulan. Et j'avoue que celui-là, il me hype. Même si j'attends aussi avec énormément d'impatience un remake de Taram et le chaudron magique. Non mais sérieux Disney, vous avez pas l'impression de passer à côté d'un truc qui serait juste génial là? Mais faites d'abord Mulan, parce que Mulan c'est vachement bien aussi. Et donc comme le remake va bientôt sortir, j'avais envie de me revoir le dessin animé. Alors je me suis rematé le dessin animé et ça m'a donné envie de faire une vidéo. Alors moi vous me connaissez, je suis parti à la chasse aux théories et j'en ai retenu 4 qui sont vraiment très sympas. Alors sans plus attendre, je vous propose de commencer parce que si vous êtes prêts, eh bien moi aussi. Et vous êtes prêts là, je vous vois, vous êtes prêts. C'est donc parti pour ce nouvel épisode des mini-théories consacrées à Mulan. On y va, let's go! Si je devais vous donner un bon exemple de nécromancien, je vous parlerais sûrement du roi de la nuit de Game of Thrones. Un personnage extrêmement puissant, capable de faire se relever les morts afin de s'en faire une armée complètement soumise à sa volonté. De véritables zombies sans aucun libre arbitre, uniquement animés par les pouvoirs d'un seul individu qu'on appelle le nécromancien. Et d'après notre première théorie, Shan Yu serait en fait un nécromancien et toute son armée ne serait qu'une armée de morts vivants. Et tout ça, ça s'appuie sur plusieurs arguments. Premièrement, quand on regarde le film, on remarque assez vite que les soldats de l'armée de Shan Yu ont la peau grise et le teint livide, et d'autre part, on peut aussi constater que même s'ils sont pour certains peu habillés, voire carrément torse nu, ils ne semblent pas du tout incommodés par le froid, et ce, même lorsqu'ils se trouvent au beau milieu d'une montagne recouverte de neige. Et si c'était simplement parce que les soldats de Shan Yu sont en réalité des morts vivants, et que par conséquent, ils ne peuvent pas ressentir le froid, contrairement à Shan Yu qui lui porte des vêtements chauds. Ensuite, puisqu'on parle de Shan Yu, on peut aussi remarquer que ce dernier a les yeux noirs avec l'iris jaune, ce qui n'est pas normal. Surtout qu'il est le seul personnage de tout le film à présenter cette particularité. D'après la théorie, si Shan Yu a des yeux aussi étranges, ce serait à cause de son utilisation de la magie noire qui aurait fini par laisser des marques sur son corps. D'autre part, lorsque Mulan et sa troupe se rendent au village où l'armée chinoise s'est faite décimer, on voit que les maisons sont brûlées et Mulan retrouve une petite poupée, mais en revanche, on ne voit aucun cadavre de villageois. Alors oui, on pourrait se dire que c'est tout simplement parce qu'ils ont réussi à s'enfuir en voyant les Huns arriver. Mais et si c'était pas le cas? Et si le fait qu'il n'y ait pas de cadavre de villageois était en fait dû au fait que Shan Yu les a fait se relever, dans le but d'agrandir encore un petit peu son armée de morts vivants? Et là vous allez me dire, ok d'accord, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il aurait ramené à la vie les cadavres des villageois et pas ceux des soldats? Parce que leurs cadavres à eux, on les voit sur le champ de bataille. Et bien d'après la théorie, s'il ne le fait pas, c'est pour laisser un message à l'empereur, pour lui montrer que son armée s'est faite décimer. Ok, ça commence à me faire flipper tout ça, mais est-ce qu'on n'a pas un moment dans le film où on voit Shan Yu utiliser ses pouvoirs? Parce que là, pour le coup, ce serait vachement intéressant ça. Eh bien, vous vous en doutez, d'après la théorie, si. Il y a un moment où on voit Shan Yu utiliser ses pouvoirs de nécromancien. Juste après sa défaite dans la montagne, alors que son armée vient de se faire emporter par une avalanche déclenchée par Mulan, Shan Yu se réveille et constate qu'il n'a plus d'armée. On le voit alors pousser un cri qui résonne dans toute la montagne et plusieurs soldats se relèvent en réponse à ce cri. Shan Yu pousse un hurlement et plusieurs soldats qu'on croyait alors morts se relèvent. C'est bizarre, non? Parce que s'ils étaient encore vivants, alors pourquoi est-ce qu'ils restaient dans des positions aussi inconfortables que ensevelis sous la neige? Voire même certains sous des décombres. On a quand même vachement l'impression qu'ils réagissent au cri de Shan Yu et que c'est lui qui les a réveillés. Alors du coup, je vous pose la question, est-ce qu'à ce moment-là, Shan Yu n'aurait pas simplement ramené ses soldats d'entre les morts? Eh bien, c'est possible. Et si c'est possible,
possible, ça ne veut dire qu'une seule chose, que Shan Yu est bel et bien un nécromancien. Mais alors du coup, on peut se poser une autre question. Si c'est un mage noir, dans ce cas-là, d'où est-ce qu'il tient ses pouvoirs? Est-ce qu'il les tient depuis sa naissance? Est-ce qu'il est allé à l'école de nécromancie de la Mongolie? Ou alors peut-être qu'il a appris en autodidacte, peut-être qu'il a lu la nécromancie pour les nuls, je sais pas. Mais en tout cas, même si c'est pas forcément lié à la nécromancie, vous allez voir que Shan Yu pourrait bien, de toute façon, avoir des pouvoirs. Et que ces pouvoirs lui soient octroyés par un objet en particulier. Et pour vous en parler, on va passer à notre deuxième théorie. L'épée de Shan Yu est très particulière, elle est unique même. Rien qu'au niveau de sa forme, il n'y a pas une seule épée qui lui ressemble. Mais ce qui la rend si particulière, c'est qu'il se pourrait bien qu'elle offre à son détenteur des pouvoirs magiques. En tout cas, c'est ce que nous dit cette théorie, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est surtout vers la fin du film qu'on peut vraiment s'en rendre compte, et en particulier lors de l'attaque du palais de l'empereur par les Huns. Dans un premier temps, on sait que les Huns sont là et qu'ils se cachent, mais ils n'attaquent pas. Ils restent cachés, et ce qui lance l'attaque, c'est le fait que Shan Yu récupère son épée. Pourquoi attendre que Shan Yu ait récupéré son épée avant de commencer à attaquer? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle a de si particulier cette épée pour que Shan Yu ait absolument besoin de la récupérer? Ensuite, quand le combat commence, à un moment donné, on voit que Shan Yu perd son épée, et c'est à ce moment précis que Lee parvient à avoir le dessus sur lui. Et quand il perd cet avantage, c'est pile poil au moment où Shan Yu a retrouvé son épée. Mais là où c'est le plus flagrant, c'est quand Shan Yu combat Mulan. On peut alors le voir casser une immense porte à main nue, détruire des colonnes et même passer à travers le toit à sa seule force. Mais ça, c'était quand il avait encore son épée, parce qu'en revanche, au moment où il n'a plus son épée parce que Mulan la lui prend, tout à coup, il semble perdre toute cette force surhumaine. Et on voit qu'il n'arrive pas à se dégager du piège que lui a tendu Mulan. Donc d'une manière ou d'une autre, la force de Shan Yu est liée à son épée, puisque quand il l'a, on voit qu'il est très très fort, mais quand il la perd, tout de suite, il devient beaucoup plus faible. Et tous ces éléments peuvent trouver une explication dans un fait très simple, l'épée de Shan Yu est magique. Et d'ailleurs, si vous voulez vraiment tout savoir, c'est même un petit peu plus qu'une théorie. Et oui, puisque dans l'univers de Disney, il existe 9 objets magiques ayant appartenu à des méchants qu'on appelle les Wicked Nine en anglais. Oui, je sais, vous moquez pas de mon accent, je suis au courant, il est pourri. Et parmi ces objets, on peut trouver le bâton de Maléfique, le sceptre de Jafar, le chapeau du docteur Facilier, mais aussi l'épée de Shan Yu. C'est quelque chose qu'on peut voir dans la série animée de Disney, Princesse Sophia, et si on considère que cet univers est lié d'une certaine façon à l'univers de Mulan, et bien dans ce cas, il ne fait alors aucun doute que l'épée de Shan Yu est bel et bien magique. Mais bon, on va peut-être changer un peu de chanson, puisque depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de parler de Shan Yu, et j'ai peur que si on continue comme ça, le pauvre garçon se mette à avoir la tête comme une montgolfière. Déjà qu'il est fier d'être mongol. Ouais, non, j'avoue, elle était pas terrible celle-là. Pour la prochaine théorie, on va donc changer de personnage, mais qui possède toutefois un point commun avec Shan Yu, celui d'avoir peut-être tenté de tuer Mulan. Et ce personnage ne serait autre que le dragon qui répond au nom de Mushu. Ah, elle fait mal celle-là, hein, parce que vous aimez Mushu, moi aussi j'adore Mushu, et pourtant c'est peut-être le plus gros salaud de l'histoire. Vous avez pas envie que ce soit un méchant, et pourtant d'après cette théorie, c'est exactement ce qu'il est. Bon alors après, rassurez-vous tout de suite, cette théorie c'est pas non plus la théorie du siècle. Mais alors du coup, pourquoi je vous en parle? Bah parce que je l'aime bien, je trouve qu'elle est rigolote, et en plus elle fait un peu réfléchir aussi sur les conséquences des actes de Mushu. Parce que même si ça a pas été volontaire, il a quand même bien failli la tuer Mulan, ça c'est sûr par contre. Hein. Maintenant l'objet de notre théorie, c'est de dire que c'était volontaire. Alors pourquoi, quand et comment, bah je vous explique ça tout de suite. Mushu est un dragon et un esprit protecteur, ça on le sait, mais ce qu'on sait aussi c'est qu'il n'est pas forcément l'esprit protecteur de Mulan en personne, il est un esprit protecteur de la famille Fa. Et l'objectif de Mushu quand il décide de partir avec Mulan pour aller affronter les Huns, quel est-il? Ça peut être deux choses. Ça peut être pour protéger Mulan, mais ça peut aussi être pour apporter l'honneur à la famille Fa, puisqu'il faut pas oublier qu'apporter l'honneur sur sa famille, c'est un thème qui est très récurrent dans le film. Et si dans ce cas-là, l'objectif de Mushu n'était non pas de protéger Mulan, mais d'apporter l'honneur à la famille Fa. Parce que Mushu, il le sait aussi bien que n'importe qui, si l'armée vient à découvrir que Mulan est en réalité une femme, non seulement elle sera exécutée, mais la famille Fa pourrait aussi être déshonorée à tout jamais. Ce qui ne sera pas le cas si Mulan meurt au combat. Si Mulan meurt au combat pour sa patrie en tant que Ping, non seulement l'honneur de sa famille sera sauf, mais en plus il en sera même grandi. Puisque ce qu'on retiendra de Ping Fa, c'est qu'il s'est
sacrifié pour sauver la Chine de l'envahisseur. Mais du coup, maintenant que ça s'est dit, eh bien quand est-ce que Mushu aurait-il essayé de la tuer? Si vous vous souvenez bien, il y a un moment dans le film où Mushu écrit une fausse lettre du général pour le capitaine Lee, et dans cette lettre, Mushu fait croire à la troupe de Mulan qu'ils sont demandés sur le front alors que ce n'est pas vrai du tout. Or, si la troupe de Mulan va affronter l'armée des Huns alors qu'ils n'ont pas fini leur entraînement et qu'ils sont clairement en sous-effectif, à votre avis, qu'est-ce qu'il va se passer quasiment à coup sûr? Eh bah oui, ils vont tous mourir et Mulan avec. Parce que quand on y pense, c'est quand même par un énorme coup de bol qu'ils ont réussi à s'en sortir en déclenchant une avalanche. Donc à ce moment-là, est-ce qu'on peut pas se poser la question suivante? Est-ce que Mushu n'aurait pas essayé volontairement de tuer Mulan pour sauver l'honneur de sa famille? Enfin heureusement c'est pas ce qui est arrivé et finalement Mulan a pu honorer sa famille d'une toute autre manière et d'une bien plus belle manière, en remportant la victoire et en montrant à toute la Chine qu'elle était parfaitement capable de tenir un rôle qui jusqu'à présent n'était occupé que par des hommes. Mais allez, il est temps de passer à notre quatrième et dernière théorie et vous allez voir que j'ai gardé la meilleure pour la fin. Donc c'est parti, théorie numéro 4. Celle-là, c'est ma préférée. C'est clairement le genre de théorie que j'adore parce qu'elle est basée sur la mise en scène du film. Et personnellement, je trouve ça super intéressant. Mais avant de commencer la théorie, il faut quand même se poser une petite question. Au début du film, alors que Mulan vient juste de décider de partir à la guerre à la place de son père, les esprits se réveillent et font appel à Mushu qui est censé réveiller un gardien qui ira l'aider. Et parmi tous les gardiens qui veillent sur la famille Fa, les esprits demandent à Mushu d'aller réveiller le plus puissant d'entre eux, le grand dragon de pierre. Mais là, problème, Mushu n'y arrive pas. Est-ce que vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi Mushu n'arrive-t-il pas à réveiller le grand dragon de pierre? Eh bien notre théorie répond à cette question et d'après la théorie, si Mushu n'arrive pas à réveiller le grand dragon de pierre, c'est parce que Mulan est le grand dragon de pierre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Juste avant le départ de Mulan, il y a plusieurs plans sur lesquels nous avons de très nombreux indices en faveur de cette théorie. Et il commence avec la chanson Réflexion. Dans cette chanson, il y a un moment où Mulan dit en version originale « Qui est cette fille que je vois qui regarde par-dessus mon épaule ? Quand mon reflet me montrera-t-il qui je suis à l'intérieur ?» Et pile à ce moment-là, quelle est la seule chose que son reflet dans l'eau ne nous montre pas car caché derrière le feuillage? C'est le visage du grand dragon de pierre. Un peu plus tard, juste après la chanson, on peut voir Mulan cachée sous la statue du dragon et c'est à ce moment-là qu'elle décide de prendre la place de son père. Et quand elle prend sa décision, on voit alors un gros plan sur la statue du dragon, puis un fondu nous amène sur une tapisserie sur laquelle on voit à nouveau le dragon. Et à travers cette tapisserie, éclairée par la lumière d'un éclair, on peut voir passer l'ombre de Mulan. Et cette image-là est très symbolique, puisque finalement, qu'est-ce qu'elle dit cette image? Ça dit littéralement, à travers le dragon, on peut voir Mulan. Et encore juste après, dans un plan que j'adore et qui personnellement me donne des frissons à chaque fois tellement c'est classe, on voit le pommeau de l'épée de Mulan qui représente encore une fois un dragon, et quand elle dégaine l'épée, le visage du dragon est remplacé par le reflet de son visage à elle dans la lame. Et encore un peu plus tard, on peut voir le même effet réutilisé, sauf que cette fois-ci, le visage du dragon n'est pas remplacé par un reflet, mais directement par le visage de Mulan. Et enfin, il faut aussi savoir que dans la culture chinoise, le dragon est un symbole de force, de chance, et qu'il représente aussi les forces de la nature. Or, qui a réussi à utiliser la discipline et la force pour monter en haut du poteau pendant l'entraînement? C'est Mulan. Qui a déclenché une avalanche, donc utilisé les forces de la nature pour vaincre ses ennemis? C'est encore Mulan. Et d'autre part, l'accent est souvent mis sur la chance que possède Mulan dans tout ce qu'elle fait, et au début, on nous fait croire que c'est parce qu'elle a un criquet porte-bonheur, mais en réalité, le criquet finit par nous avouer qu'il n'a rien de spécial et qu'il ne porte pas particulièrement bonheur. Mulan est donc chanceuse de nature, ce qui nous indique encore un peu plus qu'elle est bien en réalité le grand dragon de pierre. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, regardez comment elle tue Shan Yu à la fin du film avec du feu. Mulan serait donc bel et bien l'esprit du grand dragon de pierre. Et cette théorie, je vous l'ai dit et je pense que vous l'aurez vu, je l'adore. En fait, je la range même dans la catégorie des théories difficilement contestables, tellement les éléments sur lesquels elle s'appuie sont solides. Et quand j'ai revu le film en ayant cette théorie en tête, j'ai carrément eu l'impression de totalement le redécouvrir et je ne voyais plus du tout le personnage de Mulan de la même manière. Et vous alors, que pensez-vous de ces 4 théories? Laquelle est-ce que vous avez préférée? Est-ce que vous en avez d'autres dont je n'ai pas parlé? Dites-moi tout ça dans les commentaires.
commentaires, j'ai très hâte de savoir ce que vous allez me dire. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux ou alors à la montrer à vos amis. N'oubliez pas que, encore une fois, ça reste le meilleur moyen de m'aider si vous aimez ce que je fais et que vous voulez me filer un petit coup de pouce. Si vous ne voulez louper aucune de mes prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo. C'est super facile et en plus c'est gratuit. Et si en plus tu cliques sur la petite cloche, tu recevras carrément des notifications sur ton téléphone quand je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, j'ai Twitter, j'ai Facebook, Instagram et j'ai même une page Utip si jamais vous voulez me soutenir un peu financièrement, tout est dans la description. Je vous invite à y aller, surtout sur mon Twitter ou mon Instagram, c'est là que je donne le plus d'informations entre chaque vidéo, c'est là que je discute le plus avec vous, donc si vous avez envie qu'on parle un petit peu et d'avoir des exclus, eh ben c'est là que ça se passe. Enfin voilà, sur ce, moi je vais vous laisser, je vais repartir à la chasse aux théories, je vais sûrement aller par là-bas comme d'habitude. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et en attendant, moi je vous fais des bisous. Ciao!